Bonjour, je m'appelle Émilie Verger. Donc, je suis actuellement professeure d'espagnol dans un collège en Guadeloupe. Auparavant, j'ai été à terre à l'Université des Antilles en civilisation hispano-américaine entre 2017 et 2021. Et puis encore avant, de 2005 à 2017, j'étais professeure à l'Université centrale du Venezuela, professeure de français langue étrangère. Ma thèse s'intitule La culture afro-vénézuélienne comme mécanisme de résistance et d'intégration dans les quartiers populaires de Caracas, étude de la fête de la Saint-Jean-Baptiste. Et je l'ai soutenue le 18 décembre 2012 à l'Université François Rabelais de Tours. Et mon directeur de recherche était le professeur Andrés Bansart, donc professeur émérite de l'Université de Tours. Parlons un peu de votre parcours. Est-ce que vous avez ce que j'appelle toujours le parcours banal de l'hispaniste, c'est-à-dire une licence, une maîtrise, un DEA ou Master 1, Master 2 en fonction de votre génération, et puis après les concours, la thèse, etc. Ou est-ce que vous avez des particularités, originalités à ajouter? Donc, mon parcours est un parcours, on va dire, plutôt singulier. J'ai commencé en fait en DUG et licence langue étrangère appliquée anglais-espagnol à Poitiers. En licence, je suis partie à Barcelone en Erasmus. Et là, j'ai étudié à l'Université autonome de Barcelone dans la filière traduction-interprétation. Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à me rendre compte que finalement, tout ce qui était droit, économie, gestion, LEA, ce n'était pas forcément ce qui me plaisait et que la traduction me plaisait davantage. Donc, j'ai terminé la licence à Poitiers et je me suis orientée après en maîtrise LEA, mais traduction à la Sorbonne Nouvelle. Donc, j'ai fait cette année de maîtrise et là, j'ai eu des cours de terminologie qui m'ont beaucoup... j'ai beaucoup aimé les cours de terminologie, puis tout ce qui est après civilisation Amérique latine aussi. Et ensuite, j'ai continué sur un DESS, à l'époque c'était DESS, après Master 2, traduction spécialisée culture et médias à Orléans. Et donc, j'ai fait mon mémoire de traduction et voilà. Et donc, j'étais diplômée, c'était des formations professionnalisantes. Donc, normalement, j'avais terminé mes études et je devais entrer sur le marché du travail. Donc, j'ai fait pendant un an, j'ai eu des expériences professionnelles, donc de traductrice, d'assistante trilingue, donc une année de travail. Et au terme de cette année, en fait, je me suis rendu compte que je voulais continuer et reprendre des études, mais plus vraiment dans l'espagnol, le domaine espagnol. Et donc, je suis allée à l'Université de Tours et je me suis inscrite en Master 2, études ibériques et latino-américaines. Et donc là, après, j'ai fait le Master 2 et puis j'ai continué en thèse de doctorat à l'Université de Tours. Mais dès la première année de thèse, donc 2005, je suis partie au Venezuela pour les études de terrain et je suis partie dans le cadre de l'échange d'assistants de langue organisé par le CIEP. Et donc, je suis partie donner des cours de français à l'Université centrale du Venezuela et à l'Alliance française. Et puis ensuite, il s'est avéré que je suis restée plus de 12 ans au Venezuela et j'ai fait toute la thèse en étant au Venezuela. Voilà. Et puis après, je suis revenue sur le territoire francophone, mais je suis revenue en Guadeloupe en 2017. Et c'est là où j'ai après préparé le CAPES. Voilà. Donc, mon parcours est plutôt, et pas du tout direct, pas linéaire, on va dire. C'est plus un parcours singulier et qui est nourri par plusieurs expériences professionnelles. Et voilà. Alors, Voilà pour moi. du coup, maintenant, parlons du choix du sujet. C'est-à-dire comment vous avez eu envie de travailler, l'idée, l'envie de travailler sur ça précisément. Et puis, à partir de cette idée, comment vous en êtes venu à formuler les choses de cette façon-là? Bref, parlez-nous un peu du projet de la thèse. Alors, le projet de la thèse, en fait, ça vient il y a plusieurs éléments, plusieurs expériences de vie qui ont mené à ce projet-là. Ça n'a pas été un élément déclencheur ponctuel qui a fait « Ah, je veux faire ce sujet-là ». Non, c'est vraiment un cheminement.
Donc, moi, très jeune, j'avais toujours été intéressée par la danse et puis après, étudiante danse africaine. Lors de ma maîtrise à la Sorbonne Nouvelle, j'ai réalisé un mémoire de terminologie sur la danse africaine. Là, j'ai pu rencontrer un spécialiste de la danse africaine qui s'appelle Monsieur Alphonse Thierroux. Ensuite, lorsque j'ai fait mon mémoire de traduction en maîtrise, j'ai choisi un texte en anglais qui étudiait aussi les danses africaines. Puis, lors de mon Master 2, mon DESS, en fait, de traduction, culture et médias, j'ai réalisé un mémoire de traduction et j'ai traduit un extrait d'un texte de Fernando Ortiz, Bailes y Teatros de los Negros en Cuba. Et donc, tout ça, ça m'a... Donc, j'ai orienté tous mes sujets sur la danse. Après, lorsque j'ai fait une pause lorsque j'ai terminé mon Master 2 et que j'ai commencé à travailler, j'ai fait mon stage au Centre chorégraphique national de Tours et j'ai travaillé après un peu en tant qu'agent d'accueil et traductrice au niveau auprès des compagnies de danse. Et au Centre chorégraphique national de Tours, j'ai aussi rencontré un chorégraphe qui s'appelle Bernardo Monté et qui touche tout ce thème-là de la danse origine danse africaine, comment mêler danse contemporaine, danse traditionnelle. Et j'ai été marquée par un spectacle qui s'appelle Homor. Et donc, suite à ça, lorsque j'ai repris mes études en Master 2, études hispaniques et latino-américaines, j'ai donc rencontré Monsieur Bansard, avec qui j'allais faire le mémoire de Master 2. Et donc, je lui ai proposé un sujet. Je lui disais, j'aimerais bien travailler éventuellement sur les traditions, sur les danses afro-cubaines ou la culture afro-cubaine. Et là, il m'a dit, Cuba, c'est beaucoup étudié. Il faudrait peut-être moi, je t'orienterais davantage sur le Venezuela, puisque lui, il était du Venezuela. Donc, il m'a proposé d'étudier le Venezuela, donc que je me renseigne un peu sur tout ce qui est culture afro-vénézuélienne. Et donc, c'est comme ça que je suis partie sur le thème du Venezuela. Donc, au début, mon sujet, je voulais plus travailler sur la danse, vraiment, en fait, la relation entre danse contemporaine, danse traditionnelle, danse contemporaine. Mais donc, petit à petit, j'ai plus orienté ce sujet-là vers un sujet davantage sociologique et plus l'élément de danse comme un élément constitutif d'une manifestation culturelle, d'une fête populaire et comment en fait cette manifestation culturelle, cette fête a une répercussion sur la société. Donc, ça s'est orienté plus davantage après vers un sujet davantage sociologique. Voilà, donc je dirais, voilà, ce sujet-là est vraiment le fruit, le résultat d'un cheminement, d'un projet, mais sur le long terme. Bon, là, vous avez déjà partiellement répondu à la question suivante, mais je vais quand même vous la poser. Et du coup, au terme de cette enquête, on voit bien que ça a une implication à la fois scientifique et personnelle, j'ai bien compris. Quelles ont été vos conclusions? Finalement, vous avez l'impression d'avoir démontré quoi? Alors, j'ai voulu démontrer donc comment en fait je suis partie d'une fête traditionnelle, d'une fête populaire en particulier, c'est la fête de la Saint-Jean-Baptiste à Caracas. Et j'ai la réinterprétation de cette fête-là dans des quartiers populaires, donc dans un milieu urbain. Normalement, cette fête-là se fait dans des milieux ruraux. Mais avec l'exode rural, comment cette fête a été réinterprétée dans les quartiers urbains. Et donc, j'ai voulu démontrer l'impact, comment l'organisation de cette fête-là par des activistes culturels a permis ou permet de créer une certaine cohésion sociale au niveau des membres du quartier, des membres de la communauté, et comment cela leur permet de créer, de participer à la création d'une certaine identité et de résister à toutes les... résister. Le terme, je l'ai utilisé, mais bon, maintenant je suis moins...
pardon. Donc, comment en fait comment cette fête permet donc de créer une cohésion sociale entre les gens du quartier et démontrer. Je voulais ensuite essayer de démontrer si cette intégration au niveau de la société, de la communauté de base, pouvait avoir des répercussions sur la société vénézuélienne en grand, en fait. À partir d'une étude micro, est-ce que ça pouvait avoir des répercussions sur la société vénézuélienne? Et c'est le cas? Eh bien, oui, je pense que c'est le cas, puisque donc quand j'ai commencé moi, mes études sur la fête de la Saint-Jean-Baptiste, cette fête-là était déjà une fête très implantée au Venezuela, et c'est une fête qui vraiment est considérée comme fête afro-vénézuélienne. Même si c'est une fête qui mélange la religion, donc des éléments de la religion catholique, puisque l'image de Saint Jean-Baptiste est une image catholique qui a été importée par les colons espagnols, mais qui a été réinterprétée, que les esclavisés se sont réappropriés au moment de la colonie. Et donc, cette fête, quand j'ai commencé, elle commençait à être réinterprétée dans les quartiers urbains à partir des années 80. Début des années 2000, elle avait vraiment une implantation forte. Donc, au fil des années, j'ai pu voir comment la fête de la Saint-Jean-Baptiste au sein des quartiers populaires, des quartiers urbains de Caracas s'implantait, on va dire presque définitivement, et comment les habitants du quartier s'identifiaient davantage avec cette fête populaire. Et ensuite, j'ai pu voir que au niveau des politiques culturelles de l'État, cette fête avait été choisie aussi comme une fête qui représentait cette identité afro-vénézuélienne. Et preuve en est, c'est que le Centre de la diversité culturelle du Venezuela a proposé donc cette fête comme pour être choisie et pour être déclarée patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Et c'est en 2021 qu'elle a été inscrite sur les listes de patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Ah, donc, moi, j'ai commencé en 2006-2005 mon étude, et en 2021, elle a été déclarée. Donc, il y a tout un cheminement qui a été fait pendant toutes ces années-là. Et voilà, donc, ça a eu finalement, oui, une répercussion au niveau de la société vénézuélienne en grand. Alors, là, j'ai plusieurs questions à vous poser. La première, tout à l'heure, vous avez, et ça vous a un peu troublé, donc vous avez dit résister, enfin, maintenant, alors, mais ça, je trouve ça super intéressant parce qu'on a du mal parfois à se souvenir des éléments précis vis-à-vis desquels on prend de la distance à l'égard de sa thèse. Souvent, on se dit, bah, c'est l'écriture, c'était un peu maladroit, tout ça. Et là, vous avez vraiment un truc de contenu. Alors, est-ce que vous pouvez en parler? C'est-à-dire, voilà, ce que je pensais à l'époque, et puis finalement, avec le recul, je me rends compte que… En fait, moi, à l'époque, je parlais de résistance culturelle, puisque je prenais ça. En fait, j'ai fait une étude, je suis repartie, bien sûr, de l'histoire. Et donc, la fête de la Saint-Jean-Baptiste a commencé à être célébrée dès le XVIe siècle. Et c'était un moment, pour les esclavisés, c'était un moment où les maîtres leur permettaient, leur donner un jour de repos, 23-24 juin. Mais ils devaient célébrer cette personnalité catholique, ce saint catholique, le Saint Jean-Baptiste. Donc, Saint Jean-Baptiste avec tout le lien, le lien avec ce qui était l'eau, la lumière, le moment de l'année, le juin. Et donc, ils devaient célébrer ce Saint Jean-Baptiste, mais les esclavisés sur les plantations le célébraient à leur manière, et donc introduisaient les instruments de percussion qu'ils avaient recréés, reconstruits sur le territoire vénézuélien. Enfin, à l'époque, pas encore vénézuélien, mais sur le territoire aujourd'hui vénézuélien. Et ils leur interprétaient avec les danses et les musiques
qu'ils avaient ramené de leur pays d'origine. Et je vais considérer ça comme une résistance puisqu'ils utilisaient des éléments donc, du colon, mais derrière cet élément-là, il y avait toutes leurs croyances. Et le fait que l'eau soit utilisée pour Saint Jean-Baptiste, eux, ils l'utilisaient aussi, cet élément de l'eau est important, l'élément naturel de l'eau est important pour eux aussi. Et donc, je parle de résistance puisque ça leur permettait d'avoir un moment de partage entre eux sur avec des éléments culturels qu'ils recréaient, mais à partir d'éléments qu'ils avaient déjà. Et donc, en fait, moi, je voyais ça comme l'utilisation de la percussion, de la danse, au fil des années, c'est resté. Et dans les quartiers urbains, dans les quartiers populaires à Caracas, il faut savoir que ce sont des quartiers très violents, des quartiers où la sécurité n'est pas du tout assurée. Et le fait d'organiser cette fête de la Saint-Jean dans un quartier aussi hostile, pour moi, je le voyais vraiment comme une preuve un geste de résistance par rapport à ce qui se passait dans la vie quotidienne. Et c'est un moment, le 23 et le 24 juin, tous les activistes culturels, los cultores, comme on dit, qui organisent cette fête-là, nous le disent. Le 23 et le 24 juin, on est protégé, il n'y a pas de problème. C'est la fête de la Saint-Jean. On peut la célébrer, on est là, on peut le faire. Los malandros, c'est-à-dire les délinquants, ne vont pas perturber la fête. On est protégé. Et c'était un peu, je trouvais qu'il y avait une certaine connexion avec ce qui pouvait se passer il y a plusieurs siècles. En fait, on pouvait célébrer cette fête-là et vraiment, c'était vraiment cet élément-là de résistance. C'était aussi je parle aussi de résistance puisque dans les années 80, les quartiers populaires de Caracas ont été fortement influencés par toute la culture de masse des États-Unis. Et le fait que ces activistes culturels veuillent ils veuillent promouvoir cette culture qu'ils appelaient la culture populaire, c'était aussi un acte de résistance par rapport à la culture de masse, la culture de consommation imposée par la société capitaliste. Donc, c'est là où il y avait cette espèce de résistance. Donc, voilà. Après, j'ai eu aujourd'hui, je ne renie pas du tout le terme résistance parce que je pense qu'il y a on est toujours dans cette dynamique-là. Alors, j'ai une question aussi. Vous avez dit, je vois bien, entre le moment où j'ai commencé ma thèse et puis la reconnaissance par l'UNESCO, etc., qu'il y a eu tout un processus d'imprégnation, etc. Et dans quelle mesure est-ce qu'il y a eu, ou pas, hein, c'est justement l'objet de ma question, une récupération, une instrumentalisation par l'État de cette chose symbolique? Oui. Oui, alors je me suis posé cette question-là aussi en thèse. Donc, récupération, instrumentalisation de l'État, oui, non. Donc, cette fête de la Saint-Jean, tout ce que me disaient les activistes culturels qui organisent cette fête, ils me disaient de toute façon, nous, que le gouvernement, peu importe l'orientation politique du gouvernement, nous, on organise cette fête, on l'a fait, on n'a pas besoin du soutien de l'État. Nous, on l'a fait parce qu'on est convaincu de cette... on est imprégné par cette croyance-là, on veut défendre cette fête-là et nous, on l'a fait coûte que coûte, qu'on ait du soutien ou pas de l'État. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans les années entre 2006, 2012, 2013? Il y a eu toute une politique culturelle organisée donc, par le gouvernement de Chavez, qu'on appelait las misiones, la Mission Cultura. Et donc, Mission Cultura, l'idée, c'était donc de transmettre la culture populaire, dans les barrios, donc les quartiers populaires, par des personnes du quartier populaire. Donc, comment former finalement les habitants du quartier à ces cultures-là et comment ils pouvaient transmettre après leur culture
aux membres du quartier populaire. Donc, il y a eu plusieurs ateliers qui ont été faits pour mettre en place et pour transmettre la culture populaire vénézuélienne, afro-vénézuélienne. La fête de la Saint-Jean-Baptiste en a fait partie. Alors, dans les entretiens que j'ai pu faire avec les personnes qui organisent les fêtes de la Saint-Jean-Baptiste, donc, il y a des organisateurs qui faisaient partie des missions Cultura, et donc qui participaient à cet élan-là, à cette transmission-là de la culture. Mais eux, ils le faisaient déjà avant, finalement. Simplement, ils se sont intégrés au projet Mission Cultura. Il y en a d'autres qui ont vu ça un peu plus comme une intrusion, comme oui, eux, ils arrivent avec Mission Cultura et eux, ils font leur fête de la Saint-Jean, Mission Cultura, mais nous, ça fait longtemps qu'on l'a fait. Donc, il y a eu parfois des petites oppositions, mais bon, ils ont continué. Enfin, chacun, finalement, il y a eu parfois 2 fêtes de la Saint-Jean qui se sont faites parallèlement, qui ont été faites parallèlement. Donc, récupération de politique peut-être, mais de toute façon, c'est quand même une tradition qui fait partie de la société vénézuélienne depuis longtemps et qui est implantée et voilà, qui est là, quoi. Là, et ce qui a été fait, c'est qu'elle a été mise en valeur davantage et on a insisté sur cette identité afro-vénézuélienne que peut transmettre cette fête-là. Alors, pour les manifestations que vous en avez là ces dernières années, est-ce que ça reste, alors je vais mettre beaucoup de guillemets, authentique, où il y a une espèce de folklorisation sous-jacente ou rampante du phénomène? Alors moi, ce que j'en ai vu, j'ai pas vraiment vu de folklorisation, vraiment, parce que c'est vraiment une fête du quartier, celle auxquelles j'ai participé dans les barrios, dans les quartiers populaires, c'est vraiment la fête du quartier. Et les gens qui y participent, aussi bien les musiciens que les gens qui participent à la paranda dans le quartier, ils y croient vraiment. Il y a vraiment une espèce de religion populaire. Il y a vraiment une grande croyance dans ce personnage-là de San Juan Bautista. Et j'y ai pas vu de folklorisation. Il n'y a pas forcément de scène qui est mise, c'est pas fait c'est pas considéré comme un spectacle, c'est vraiment, ils font partie de cette fête-là. C'est pas, pour ce que j'en ai vu. Après, à côté, au moment de la Saint-Jean, au moment du mois de juin, il y a diverses institutions qui vont organiser des spectacles de la Saint-Jean-Baptiste où là, on va reprendre la tradition, on va la montrer sur la scène, ça va être des spectacles. Voilà, il y a cette partie-là aussi, mais dans le déroulement de la fête de la Saint-Jean-Baptiste au sein des barrios de Caracas, ça fait vraiment partie de la vie du barrio, de la vie du quartier. Et, voilà. Alors tout à l'heure, vous avez dit, pour ce qu'on me disait, quand j'ai interrogé les organisateurs, etc. Revenez un petit peu dites-moi plus sur la façon dont vous avez travaillé. Oui. Alors ça a été une de mes difficultés dans la thèse. Tout ce qui était entretien, parce que je n'avais pas du tout de formation ni de sociologue, ni anthropologue. Je me suis vraiment formée sur le terrain, formée en faisant la thèse. Et c'est vrai qu'au niveau méthodologique, c'était difficile pour moi. Alors, notamment, plusieurs difficultés, en fait. En un, c'était déjà trouver les bonnes personnes, comment entrer en contact avec les bonnes personnes. Donc ça, il fallait créer du réseau. Donc moi, j'ai forcément, comme j'arrivais blanche, européenne, française, avec mes idées un peu jeunes, mes idées préconçues. Donc déjà, il y a eu tout un travail de changement de vision, de déconstruction de ma part, au niveau personnel. Ça a été une espèce on va pas parler de renaissance, mais presque. Vraiment, c'était un changement personnel très important quand je suis arrivée
surtout sur ces années de thèse. Et donc, il a fallu que je prenne contact avec les personnes qui organisaient ces fêtes-là. Alors, quand ils me voient arriver, c'est vrai qu'ils sont plutôt sympathiques, ils accueillent, mais bon, ils ont toujours, j'imagine, cette petite idée, oui, encore une Européenne qui vient étudier les fêtes de la Saint-Jean à Caracas, qui va repartir après en Europe, qui va parler de son sujet, et voilà. Et, bon. Donc, j'ai toujours été, en fait, quand j'allais dans les barrios pour interroger les personnes, j'étais toujours accompagnée d'un Vénézuélien qui travaillait sur le sujet, soit journaliste, soit activiste. Donc, ça, c'est vrai que j'étais souvent accompagnée. Et après, au niveau de la manière de faire les entretiens, ça a été difficile pour moi au début, donc notamment, même si on a fait des études de langue, quand on arrive dans un pays, surtout au Venezuela, il y a beaucoup de codes qu'on ne connaît pas, codes au niveau de la langue, au niveau de la culture, et donc pour établir et pour pouvoir faire un échange productif, il faut du temps. En fait, les premières années, j'ai pas pu faire vraiment d'entretien. J'ai commencé à faire des entretiens à partir de la 3e année, je crois, des entretiens vraiment qui étaient intéressants, à partir de la 3e, 4e année. Les premières années, j'ai fait des études, j'étais vraiment observatrice. Donc, j'allais dans les fêtes en tant plutôt que personne extérieure, je regardais comment ça se passait. Et ce que j'ai fait aussi, j'ai participé à des ateliers de formation dans des institutions. Donc, aussi bien, il y a une institution qui s'appelle la Fondation Bigot, qui est une fondation qui promeut la culture vénézuélienne et donc qui fait des ateliers pour transmettre la culture vénézuélienne, afro-vénézuélienne. Donc, j'ai participé à ces ateliers-là, et au sein de l'Université centrale du Venezuela, j'ai aussi participé à des ateliers de culture populaire pour me permettre de me familiariser. Et c'est là aussi que j'ai pu rencontrer des personnes qui participaient à ces fêtes et qui m'ont introduite après vers les activistes. Mais c'est vrai que j'ai eu plusieurs expériences où j'étais, par exemple, un 31 mai, j'étais dans un barrio, le San Agustín, et en fait, à San Agustín, le soir du 31 mai, ils font ce qu'on appelle, ils disent, en fait, il y a deux célébrations. En mai, il y a la célébration de la Cruz de Mayo, et en juin, c'est la San Juan. Et donc, le 31 mai, ils font el despedido, donc ils disent au revoir à la Cruz de Mayo, parce que c'est terminé le cycle de mai. Et ils accueillent El San Juan Bautista, le 1er juin. Et donc, à minuit, il y a cette rencontre qui se fait entre, donc, fin de la Cruz de Mayo, donc el altar, l'hôtel où il y a la croix va être terminée, et le Saint-Jean qui arrive. Et donc, je voulais participer à cette célébration-là. Je voulais voir comment ça se passait. Et donc, j'étais avec un Vénézuélien activiste, enfin journaliste, activiste, qui allait couvrir l'événement. Et il était 11h30 du soir, on était là, il n'y avait toujours rien qui se passait. Minuit, rien qui se passait. Et là, il m'a dit clairement, écoute, nous, on va rester, mais toi, tu vas partir parce que là, tu ne peux pas rester. C'est pas possible. Je ne sais pas quand est-ce que ça va commencer. Et non, tu ne peux pas rester, il va falloir que tu partes. Donc, voilà. Donc, plusieurs choses comme ça. Mais donc, à partir de là, après, j'ai toujours été accompagnée dans les fêtes de la Saint-Jean. Bon, et sinon, alors, mis à part le rôle important que votre directeur de thèse a joué, puisqu'on voit bien qu'il vous a, entre guillemets, détourné de Cuba au bénéfice du Venezuela, et puis les gens qui vous ont aimablement guidé à l'intérieur de ces fêtes pour rencontrer des gens, voir comment ça se passe, etc. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont joué un rôle déterminant dans ce projet, la réalisation de cette thèse dont vous voudriez parler aujourd'hui? Oui, bien sûr. Donc, il y a la personne qui partage ma vie, toujours, en ce moment. Et donc, au moment où j'ai fait ma thèse, c'est vrai qu'on a eu beaucoup d'échanges intellectuels et autres. Enfin, ça m'a permis vraiment de toujours avoir une oreille attentive
sur mon travail de recherche et j'ai pu partager tous les moments de difficultés, de déception, et aussi de joie, enfin, quand je trouvais des choses intéressantes. Et il m'a permis au niveau aussi intellectuel, il m'a orienté vers des lectures, des personnes aussi au Venezuela. Voilà. Bon, alors vous en avez déjà évoqué beaucoup, hein, mais est-ce qu'il y a d'autres difficultés que vous voudriez, dont vous voudriez me parler pour faire ce travail difficile et puis éventuellement, est-ce que vous avez eu des solutions pour les régler, ces difficultés? Ok, alors au niveau des difficultés autres, donc il y a aussi une difficulté c'était aussi de trouver, bon, j'en ai déjà parlé un peu, mais trouver sa place. En fait, la question de la légitimité m'a beaucoup travaillé, puisque je travaille, enfin, ce thème-là, la culture afro-vénézuélienne, moi je suis blanche, européenne, française. Je travaillais donc sur ce thème-là au Venezuela, qu'avec des personnes du Venezuela. C'est vrai que j'avais du mal parfois à trouver ma place ou à me sentir légitime. Enfin, comment moi je peux parler de ce thème-là. Après, je me suis dit, bon, moi je le prends d'un... Ce qui est intéressant, c'est que j'ai une vision aussi qui peut être différente. Je peux peut-être apporter quelque chose de différent sur ces fêtes-là, sur l'analyse de ces fêtes-là. Voilà. Mais ça a été une grande difficulté, la position de chercheur au Venezuela sur ce thème-là. J'imagine, oui, que ça ne doit pas être simple. Et sinon, pour l'écriture, alors vous avez écrit ça comme quand on se promène sur un chemin de roses, ou est-ce que ça a été, vous avez parfois eu des moments difficiles? Non, j'ai eu parfois des moments difficiles, bien sûr. Comme j'alliais, donc moi je faisais ma thèse, mais en même temps je devais travailler. J'étais professeure donc à l'Université centrale du Venezuela. Donc d'abord j'étais assistante de langue et ensuite j'ai passé le concours de l'Université centrale et donc j'étais professeure là-bas. Mais je devais aussi travailler ailleurs parce que bon, la situation économique du pays faisait il fallait que je travaille à plusieurs endroits. Et de plus, pendant le processus de thèse, je suis devenue mère, plus de 2 enfants. Et donc tout ça, concilier la vie de famille, la vie professionnelle et les recherches, c'était parfois très compliqué. Et c'est vrai que pour l'écriture, ça a été aussi compliqué. Mais bon, j'ai eu des crèches qui étaient bien, donc j'ai laissé les enfants à la crèche. Je me suis dit, c'est pas grave, ils peuvent aller à la crèche pendant ces années-là. Ils vont pas, ça se passera bien, j'ai le droit de faire cette thèse-là quand même. Et bien sûr, il y avait derrière mon directeur de recherche qui était là pour m'encourager aussi et mon compagnon, bien sûr. Donc, voilà. Bon, alors, arrive la soutenance. Est-ce que vous pouvez nous dire en premier qui étaient les professeurs qui composaient votre jury? Oui. Alors, les professeurs qui composaient mon jury, c'était Madame Guichard-Notolis, l'Université de Pau, Monsieur François Delprat, qui était le président du jury, Monsieur Alfredo Gomez-Müller, de l'Université de Tours, et mon directeur de recherche, Monsieur Andrés Bansart. Alors, quel souvenir vous gardez de cette journée? Moi, je garde plutôt un bon souvenir. Bon, alors, mis à part une petite anecdote, comme en fait, je vivais au Venezuela depuis 2005, j'ai soutenu en 2012. J'ai soutenu à Tours. Et moi, j'avais fait mes études à Tours en 2004-2005.
après, je suis partie et je suis presque jamais revenue à Tours. Je suis revenue pour participer à des journées doctorales, mais très peu en fait. Et le jour de la soutenance, mes parents habitaient à 2 heures de Tours, donc j'étais chez eux. Et c'est moi qui ai pris la voiture pour aller à la soutenance, 2 heures de route. Et quand je suis arrivée à Tours, je ne retrouvais plus l'université. Donc voilà, ça a été un moment de panique, puisque voilà, donc j'ai tourné dans la ville de Tours à la recherche de l'université. Bon, après, je suis tombée dessus. C'est le stress, ça. Ouais, c'est ça, c'est le stress. Donc un conseil, ne jamais conduire avant sa soutenance. Il faut se faire emmener. Et donc après, une fois à l'université, donc le jour de la soutenance s'est plutôt bien passé. J'en garde un bon souvenir parce que c'était un moment où j'ai pu partager un peu cette expérience-là, ce sujet-là avec des personnes qui ont une connaissance dans le domaine. Bon, ça a été, bien sûr, j'ai eu beaucoup de critiques, mais ça a été plutôt des critiques constructives et positives. J'ai pas senti ça n'a pas été agressif. Hein. Ça a vraiment été un dialogue plutôt constructif et intéressant. Et à la fin de cette soutenance, j'ai vraiment considéré ça comme finalement le début de quelque chose. Je le voyais jusqu'à la soutenance, je voyais à l'aboutissement, ça y est, j'ai fini, ça y est, j'ai écrit, je vais soutenir, c'est fini. Et je me suis rendu compte le jour de la soutenance que non, en fait, je venais juste de commencer quelque chose. Oui, c'est vrai que c'est le début, ouais, c'est vrai. Et justement, alors, puisque c'est un début, dans quelle mesure est-ce que l'enseignante et la chercheuse que vous êtes aujourd'hui continue d'être influencée par ce travail-là? Cette thèse, ça a vraiment, ça a changé, on peut dire ça a changé ma vie, on va dire, presque, puisque je me suis construite en tant qu'adulte vraiment une fois au Venezuela. Je suis arrivée assez jeune au Venezuela et la construction personnelle et professionnelle s'est faite en même temps que ce travail de recherche de thèse. Et bien, ça a changé ma vision du monde, clairement. Ma vision du monde, ma vision ça m'a donné des lectures, je pense que je n'aurais pas forcément, auxquelles j'aurais pas forcément eu accès si j'étais restée en France. Une vision du temps, une vision une vision du temps, de comment gérer le temps, comment gérer l'organisation. Ça m'a donné une autre manière de travailler et peut-être un peu moins, un peu moins carré. Enfin, j'ai essayé, ça m'a. Bon, pas carré. Je suis toujours carrée parce que j'ai toujours mon. Bon, pardon. Rigide peut-être? Rigide, scolaire? Rigide peut-être, voilà, rigide. Ça m'a permis, voilà, ça m'a permis d'avoir une plus grande capacité d'adaptation aux situations. Et tout ce que j'ai. Et en fait, quand j'ai fait la thèse, j'ai essayé aussi de partir d'auteurs vénézuéliens ou latino-américains pour étudier un phénomène vénézuélien, latino-américain. Et ces auteurs-là, je les utilise tout le temps aujourd'hui, même si je suis aujourd'hui professeure dans le secondaire, j'essaye d'utiliser des auteurs latino-américains, vénézuéliens. Et justement, alors, en tant qu'enseignante, c'est-à-dire la prof que vous êtes, vous avez dit ça m'a changé, ça m'a façonné ou déformaté, rendu moins rigide, moins ceci, cela. En quoi est-ce que vous avez l'impression que ça vous a fabriqué en tant qu'enseignante et que c'est comme ça que vous enseignez à vos élèves du secondaire? Alors, je dirais que c'est surtout par rapport à la remise en question de ce que nous, on peut penser. Vraiment,
montrer aux élèves qu'il faut être capable d'ouvrir sa vision du monde, qu'on a une vision du monde, mais que d'autres personnes ont une vision complètement différente du monde, mais ce n'est pas pour ça que cette vision est mauvaise. Et donc, moi, comme je suis professeure en ce moment dans le secondaire, c'est ce que j'essaye de leur faire comprendre, parce que dans le secondaire, voilà, au collège, on est encore très jeunes et voilà, on a une vision du monde et on croit que c'est comme ça partout. Et donc, ce que j'essaye de leur montrer, c'est ça. Mais après, c'est ce que tout professeur de langue tente de faire, de toute façon. Et ce qui m'intéresse, donc là, comme je suis aussi en Guadeloupe, territoire caribéen, j'essaye de les rapprocher au niveau géographique du territoire caribéen et latino-américain, les ancrer dans cette géographie-là, puisque la Guadeloupe, de par donc, sa situation administrative, qui est département français, c'est vrai que parfois les jeunes collégiens ont du mal à se situer, puisqu'on leur apprend qu'ils sont guadeloupéens, mais aussi français, européens. Mais quand on leur montre une carte et qu'ils voient où se trouve la Guadeloupe, où se trouve la France, ils se disent « Ah oui, c'est loin la France ». Et la Guadeloupe, donc voilà, essayer en fait de créer, d'ouvrir de permettre à ces élèves-là, à ces collégiens, donc d'ouvrir un peu leur esprit, leur vision du monde. Ça me semble une bonne mission, une saine mission pour un enseignant en général. Alors, la question qui parfois pose problème à certains, est-ce que vous avez relu votre thèse? Parce que là, vous m'avez dit soutenance en 2012, maintenant ça fait pile 10 ans, vous l'avez relue, pas relue, et vous n'allez certainement pas la relire parce qu'il y a une espèce de superstition autour. Vous en êtes où? Je ne l'ai pas relue complètement. J'ai relu des passages, mais c'est vrai qu'il y a... J'aimerais changer beaucoup de choses, forcément, au bout de 10 ans. Beaucoup de choses que j'aimerais modifier. Suite à la thèse, je voulais modifier notamment le dernier chapitre, l'étayer, approfondir les analyses, puisque j'étais parfois restée trop dans la description et j'aurais voulu aller plus loin dans l'analyse. Donc, c'était un projet qui est toujours au stade de projet. Donc, bon. Voilà. Quand vous en sentirez vraiment le besoin, vous le saurez. Il y a une petite lumière qui s'allumera et dire « Allez, c'est l'heure, fais-le ». Bon, quels sont les conseils que vous donneriez à de jeunes doctorants? Les conseils, je dirais dans un premier temps, bien délimiter le sujet de recherche. Moi, c'est vrai que j'ai pris du temps pour délimiter mon sujet, pour avoir la problématique. Je pensais que... en fait, ce n'est pas du temps perdu. C'est vraiment très, très important de savoir où on va, de savoir ce qu'on veut étudier. Et j'ai pris du temps à le faire. Et ça a été... je pense que c'est important de le faire. Un autre conseil, c'est aller jusqu'au bout, malgré tout, même si les conditions sont difficiles, même s'il y a un manque de temps, manque de conditions favorables, il faut persévérer et essayer et terminer la thèse. Voilà. Alors, pour finir, est-ce que vous pouvez nous lire la première phrase de votre thèse et nous en faire un commentaire? Oui. Mais la première phrase... Alors, ça peut être la deuxième et la troisième aussi, si ça fait sens, oui, parce que parfois, c'est vrai que tout seul, c'est un peu bizarre. Faites en sorte que ça constitue une unité où vous ne pourrez pas échapper aux commentaires rétrospectifs.
D'accord, donc au Venezuela, donc dans ce pays très métissé, on pourrait croire qu'il n'y a pas de racisme. Cependant, on peut parler, comme le dit Ligia Montañez, de un racismo oculto, très présent. Voilà, donc moi, je suis partie de cette réflexion-là de Ligia Montañez qui avait fait un ouvrage dans les années 80 sur el racismo oculto en Venezuela, puisque c'est vrai que ça a toujours... quand on arrive au Venezuela, non, nous, c'est un pays métissé, il n'y a pas de racisme, tout le monde, voilà, tout le monde est intégré. Et on se rend compte qu'il y a des, voilà, des situations sous-jacentes qui finalement montrent qu'il y a il y a un certain racisme, il y a une séparation au sein de la société parfois, il y a un manque d'intégration et j'ai pu voir en fait depuis quand j'étais au Venezuela entre 2005 et 2012 les actions des groupes afro-vénézuéliens au niveau culturel, mais aussi au niveau politique, au niveau juridique. Il y a eu des institutions qui ont été créées, il y a eu des lois qui ont été créées, loi contre discrimination raciale, par exemple, en 2011. Donc, il y a eu tout un cheminement qui a été fait depuis. Alors, votre projet de thèse, il se situait comment par rapport à cette première phrase? C'est-à-dire, voilà, c'est un état de fait, on croit que, mais en fait, non. Et du coup, ma thèse va dans le sens de vous montrer que il y a ce racisme caché, ou comment ça contribue à lutter contre... Enfin, expliquez-moi. Donc, en fait, ma thèse, elle est dans le sens où, comme je travaillais sur une célébration afro-vénézuélienne, c'était montré, parce que ce qui avait été souvent soutenu dans les années 50-60, c'est que la culture vénézuélienne, c'était une culture qui venait plutôt de l'Ocianos. L'Ocianos, donc c'est les plateaux, et culture avec un style de musique qui s'appelle le joropo, qui est dans ces musiques, donc joropo, qui est plus d'influence espagnole. Et donc, qui était mis en avant comme identité vénézuélienne au niveau culturel, c'était surtout le joropo et le liqui-liqui, donc là, le costume traditionnel, donc plus d'influence espagnole, et montrer comment cette fête afro-vénézuélienne est vraiment un élément constitutif de la société vénézuélienne. Et elle représente et elle signifie elle a une signification importante pour une grande partie de la population vénézuélienne, et c'est donc aussi l'identité vénézuélienne. Voilà, c'était aller vers là et démontrer cela. Eh ben, je vous remercie beaucoup pour cet entretien et puis d'avoir accepté de participer au projet Ma thèse et moi. Merci beaucoup. Merci.